Watt, une émission où on va parler entrepreneuriat, on va parler de femme à femme, on va parler de femmes chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Éloi. Donc Marie, bienvenue à toi et je vais te laisser te présenter. Je suis présidente de Bouge ta boîte, qui est un réseau business féminin national qui met en lien les dirigeantes d'entreprises partout en France dans des groupes, des cercles. Dans un cercle, il y a 25 femmes, jusqu'à 25 métiers différents. Et l'objectif, c'est de grandir ensemble en leadership, d'accroître notre chiffre d'affaires et de devenir des rôles modèles sur notre territoire avec des entreprises reconnues pour l'expertise et le rayonnement. J'y suis depuis plus d'un an et je vois les bénéfices et c'est important pour moi de pouvoir te donner la parole parce que personnellement ça m'a apporté énormément, professionnellement également et j'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de créer ce réseau qui accompagne aujourd'hui des milliers de femmes. J'avais d'abord créé un réseau d'entraide pour s'entraider à créer son entreprise. Ça s'appelle Femmes de Bretagne. Ça organise 500 événements par an en Bretagne et c'est devenu national en fin 2019. Et j'ai constaté que la plupart des femmes dirigeantes d'entreprises avaient du mal à gagner leur vie. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir un réseau business pour parler croissance, chiffre d'affaires, recommandations, enfin tout ce qui nous intéresse quand on est à la tête d'une entreprise. Et ça n'existait pas. Et c'est pour ça que Bouge ta boîte est née, pour vraiment fédérer toutes celles qui sont locomotives sur leur territoire, qui à la fois montrent l'exemple, mais sont aussi dans le business, le chiffre d'affaires, et tout cela avec du sens, parce qu'on travaille en sociocratie chez Bouge ta boîte. Tout le monde a le même temps de parole, même temps d'écoute, on est tous au même niveau, et on travaille en équipe pour faire grandir nos entreprises. Comment toi tu arrives à articuler du coup tes journées pour pouvoir rebondir face à ces événements qui surviennent, qui surgissent sans qu'on puisse les préparer? Alors je fais de mon mieux. C'est le principe des accords Toltec que vous connaissez peut-être. Oui. Les accords Toltec, il y a le dernier accord, le quatrième, c'est faites de son mieux, faire de son mieux. Et c'est ce que je fais. Donc je lâche prise et je fais de mon mieux parce que effectivement, il faut jongler avec tout, avec un business et une activité qui est forcément différente. Donc il a fallu s'adapter, être agile et fédérer toujours, mais via le digital. Et puis 4 enfants à la maison. Et donc c'est sport, bon, ils sont quasiment tous autonomes. Et puis pour tout le reste, tout ce qui n'est pas parfait, je lâche prise. Donc voilà, je comprends très bien. Moi j'en ai 3 à la maison. Et effectivement, ça peut être sport, mais c'est la vie. On prend les choses telles qu'elles viennent et puis on verra. Je suis vraiment contente parce que jusqu'à présent, il y avait une sorte de cloison étanche entre la vie pro et la vie perso. C'est-à-dire que quand on était en vie perso, la famille n'existait pas, la vie perso n'existait pas. Et aujourd'hui, en fait, ce n'est plus le cas. On voit bien, parce que les hommes le sont confrontés aussi, on voit bien que c'est pas vrai, ça n'existe pas. La vie pro, la vie perso, c'est entremêlé, ça va ensemble. Et cette crise-là a permis d'enlever une sorte de faux tabou, une fausse chape de plomb qui était sur notre vie perso-pro. En fait, voilà, c'est mêlé et c'est comme ça. Donc, s'il y a la porte qui s'ouvre et qu'il y a un des enfants qui arrive, aujourd'hui, c'est acceptable. Avant, ça aurait été, mon Dieu, mais elle a ses enfants, elle les garde en plus. Et... On n'est pas là pour jouer un rôle, on a notre vie à mener et dans notre vie, il y a effectivement la vie privée. Donc voilà, on peut être les deux en fait. Je veux bien qu'on fasse semblant que ça n'existe pas, mais la réalité, c'est qu'on a les deux à mener. Justement, par rapport à ça, comment toi, tu vois en fait le monde de l'entreprise d'aujourd'hui? Quelle est ton analyse par rapport à ce monde? Aujourd'hui, nous les femmes, de ce que je ressens, et c'est un constat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de victimisation, il n'y a pas de culpabilisation à avoir de qui que ce soit. C'est juste un constat. Aujourd'hui, on est, pour moi, quasi invisible au poste de visibilité et de pouvoir. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on change parce que le monde, il est constitué d'hommes et de femmes. Et que plus il y a de mixité, plus il y a d'innovation, de mieux-être, de performance. Et pour l'instant, il est majoritairement dominé par les hommes. Et nous, les femmes, il faudrait qu'on puisse également accéder à notre juste place, que chacun puisse être ensemble. Il ne s'agit pas que l'un domine l'autre, il s'agit d'être ensemble. Et c'est ensemble qu'on arrivera à créer une société qui nous correspond réellement. Donc aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat féminin, au-delà de 10 salariés, il n'y a quasiment plus de femmes chefs d'entreprise. On n'a plus que 14% de femmes chefs d'entreprise qui ont plus de 10 salariés, 86% d'hommes. Donc ce sont les entreprises qui forcément ont un impact un peu plus important sur leur écosystème
et sur les décisions de notre pays. Et pareil, à la tête des grandes entreprises, aujourd'hui, on n'a plus de femmes à la tête d'une entreprise du CAC 40. On sait qu'avec la loi Copé-Zimmermann qui a permis de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les conseils d'administration, aujourd'hui, on atteint 40% de femmes dans les conseils d'administration grâce à cette loi, parce qu'il y a eu une mesure coercitive. Mais sans mesure coercitive, ça n'avance pas. Par exemple, dans les COMEX, donc ce sont vraiment les organes de décision des entreprises. Donc, on a à la fois les conseils d'administration, là il y a une loi, et les COMEX qui sont les vrais organes de décision. Dans les COMEX, ça n'avance pas. On n'est qu'à 17% de femmes dans ces organes de décision des entreprises. 17%, si on inverse les chiffres, ça fait 83% d'hommes et 17% de femmes. Et quand on met les chiffres des hommes aussi, on se rend compte que les pourcentages sont disproportionnés et qu'il y a une anormalité, et que malgré tout, cette anormalité-là, on la vit, nous, comme étant la norme. C'est normal et c'est accepté par tout le monde qu'on soit si peu représenté. Et on n'est pas une minorité, on est tout autant la norme. Donc on devrait osciller entre 40 et 60% de l'un ou de l'autre. Et aujourd'hui, dès qu'il y a un poste de pouvoir, de visibilité, donc pouvoir au sens capacité d'agir, il n'y a que 10 à 20% de femmes. Oui. Dans tous les domaines. Que ça soit la culture, que ça soit le sport, que ça soit la politique, et encore là, heureusement, il y a des lois mises sur la parité, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est malgré tout encore le cas. Dans l'économie, dans tous les domaines, médiatiques aussi, on n'est qu'à 10 à 20% de visibilité de femmes. Et donc de capacité d'agir et donc d'impact sur la société. Comment toi, tu as réussi à oser? Qui t'a donné en fait cette capacité à oser dans ta vie? C'est vrai qu'à chaque fois on dit oui, les femmes elles osent moins, etc. Et dès que je rencontre un journaliste, ils me disent mais pourquoi les femmes elles osent moins? Et en fait, à force de nous renvoyer toujours ça, que nous les femmes on ose moins, qu'on manque de confiance, etc. Ça nous maintient dans ce système-là. Et le fait qu'on ait peu de femmes dans des positions de pouvoir, de visibilité, ça nous montre que c'est un chemin qui n'est pas possible pour nous. Ça nous donne l'impression que c'est un chemin qui n'est pas possible pour nous. Si à l'inverse, on avait des femmes en pouvoir, en visibilité, on se dirait, en fait, c'est normal pour nous d'être dans ces positions-là. Donc, ça nous montrerait davantage le chemin. Et ça s'appelle l'effet de Golem et de Pygmalion. Ça veut dire, on prend n'importe quelle catégorie d'individu, n'importe laquelle, et on lui dit depuis toujours dans les films, dans les médias, dans les livres, que c'est une catégorie d'individus qui n'osent pas. Vraiment, cette catégorie, elle n'ose pas, elle n'a pas confiance en elle, et qu'est-ce qu'elle ne prend pas de risque? On prend, cette catégorie, vous êtes sûr qu'elle va sous-performer. On prend la même catégorie, et depuis toujours dans les films, les livres, etc., on lui dit que c'est une catégorie qui prend des risques, qui ose, qui est performante, elle va surperformer. Donc, effectivement, si nous toutes, on se dit, on se rend visible pour les autres et que autour de nous, l'inconscient collectif change et que les médias, les films, les conférences, les prix parlent de nous et nous mettent en avant au même titre que les hommes, ça va changer tout cet inconscient collectif qui reste englué sur les femmes n'ont pas confiance en elles, ce qui n'est pas vrai parce que regarde tout ce qu'on mène de front en parallèle. C'est incroyable, on est pleine d'ambition, pleine de courage, ce n'est pas vrai qu'on n'ose pas. Qui t'a donné cette capacité à te dépasser, à aller chercher en fait la zone d'inconfort pour pouvoir justement créer l'impossible jusqu'à ce que ce soit visible? Moi j'ai une histoire de vie où après avoir été journaliste à RFI, donc avoir beaucoup voyagé, fait vraiment ce qui me plaisait. Je me suis retrouvée par accident de vie, mais on a tous des accidents de vie, avec 2 enfants, dont un bébé au RSA et sans famille autour, sans connaître personne, etc. Et en fait, ça m'a tellement détruit cette période-là que j'ai dû me reconstruire. Et quand tu te reconstruis, tu choisis les petits morceaux de toi à mettre, à embriquer, c'est comme un Lego en fait, et tu choisis, non, ça non, c'est du conditionnement, j'en veux pas, je vais pas le mettre en moi, ça si, ça me correspond parfaitement, et tu te reconstruis en étant vraiment toi-même. Et surtout quand tu vis une période difficile, et encore une fois on en vit toutes et tous, quand tu vis une période difficile, le regard des autres, tu comprends que il n'est pas si important que ça, parce que quand tu vis une période difficile, souvent il y a plus grand monde autour de toi. Et donc, tu apprends à te reconstruire finalement en t'en fichant un peu du regard des autres. Et ce qui m'a aidée aussi, c'est de voir à quel point quand on était ensemble, nous les femmes,
on se boostait les unes les autres et on était capable d'accomplir des choses incroyables. Bon, Bouffe ta boîte aujourd'hui, ça représente quoi en termes de chiffres, tes chiffres importants? 1300 bougeuses, donc des femmes qui bougent tout, leur boîte, leur territoire, pour elles-mêmes et pour les générations futures. Donc 1300 bougeuses en France, je crois qu'on doit avoir 85 ou 90 cercles aujourd'hui. Et puis l'ambition de doubler ça d'ici un an, pour qu'on soit vraiment de plus en plus nombreuses à diffuser cette énergie positive et ce leadership. C'est comme une fourmilière avec une densité et une énergie qui se répand et qui change finalement la société. Je pense que si chacune de nous on fait un pas dans ce sens-là, la société va changer. Ouais. Et j'ai le sentiment que plus il y aura de bougeuses, plus on sera toutes dans cette énergie, plus ça permettra à notre société de changer. Tu sais, c'est comme l'effet papillon. L'effet papillon, c'est... on dit qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil, ça peut provoquer une tornade au Texas. Parce que ce papillon, il va battre des ailes plein de fois. Et il y a des millions d'autres papillons qui vont battre des ailes en même temps que lui. Et nous, finalement, les bougeuses, on est un peu comme ça. Si on est des milliers à bouger, la société va être transformée. Donc j'y crois beaucoup. J'étais très contente de recevoir Marie-Éloi aujourd'hui et longue vie à ton réseau et longue vie à nous.